Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bonjour à tous. On est toujours ensemble pour Good Morning SAV avec Laurent et moi-même Johan pour rappel. J'allais dire maintenant tout le monde nous connaît, c'est la célébrité. D'ailleurs, en parlant de ce genre de remarques un peu bizarres, j'ai vu mon collègue là qui est directeur technique et il m'a dit j'en ai marre. Les clients sont de mauvaise foi. C'est le sujet du jour. Les clients sont de mauvaise foi. Est-ce vrai ? Évidemment, les clients sont de mauvaise foi. Il ne peut pas en être autrement. Je ne dirais pas d'autre chose. Pourquoi le service après-vente existerait si les clients n'étaient pas de mauvaise foi ? C'est un gros sujet, la mauvaise foi. On pourrait se dire, bon, un client à qui on démontre que c'est pas de notre faute, on lui démontre que c'est vraiment que ça vient de lui et qui persiste. Il est forcément de mauvaise foi. On pourrait se dire un client à qui on a donné 5 fois le même conseil et qui a 5 fois refusé de le mettre en œuvre et qui produit 5 fois les mêmes résultats négatifs pour lui, il est de mauvaise foi. Ou alors on pourrait se dire un client qui ne reconnaît pas qu'il a mal utilisé, pas suivi le mode qu'on lui avait conseillé de faire, mais qui ne le reconnaît absolument pas. Il est de mauvaise foi. Ça, c'est ce qu'on se dit. C'est la réaction naturelle la plus fréquente face à des situations qu'on ne comprend pas et qui nous semblent absurdes. Ok ? Je lui dis, il fait pas et il a toujours les mêmes conséquences. Exactement. Je peux me permettre de donner un exemple de la vraie vie. À l'époque où je faisais du SAV, il y a un mec qui m'a appelé un samedi soir à 23h. Donc on est dans le milieu agricole, ce gars-là est dans une entreprise de travaux agricoles, donc il fait de la prestation, c'est de l'enrubanage, donc c'est un peu comme la moisson, si tu le fais pas maintenant, en clair tu crames tout, et donc en plus là, lui, il a des clients, donc on s'attend à un résultat. Enfin, je veux dire, de toute façon, même si t'es agriculteur, c'est pareil, tu loupes ton enrubanage, t'es quand même pas très content. Bref, ce mec appelle à samedi à 23h. En plus, pour la petite anecdote, il est vraiment pas loin de chez moi, il le sait, donc c'est génial. Donc il avait un problème, j'identifie le problème, c'est simple, il fallait juste qu'il fasse un shunt avec les fils. Il y a eu, 5 ou 6 appels. Le temps d'expliquer, de trouver, de lui dire qu'il raccroche, qu'il fasse, machin. Et puis à la fin, ça marchait toujours pas. Faut venir. Je dis, bon écoute, samedi 23h, moi je viens demain matin à 10h si tu veux. Dimanche, du coup, comme j'étais pas loin. Et puis qu'à l'époque, le SAV, moi, le SAV pompier et tout, j'avais aucun problème avec ça. Ouais, vas-y. Je me pointe chez lui à 10h, donc le mec était trop content qu'il y en ait un qui se déplace. Je monte sur la machine. Il avait jamais shunté ses fils. Et moi, j'arrive, je monte direct. Ça a pris 5 minutes, le temps de descendre de la voiture, de lui dire bonjour. Je vois et je le regarde et je lui dis, mais t'as pas shunté les fils ? Mauvaise foi, en gros. Et qu'est-ce que tu fais face à ça ? Moi voilà, j'ai fait mon shunt et je me suis dit, mais voilà, dans ma tête, c'était, mais quel enfoiré, quoi. Il m'a appelé 6 fois, samedi à 23h, il me fait déplacer un dimanche, il a pas fait le truc. Je lui ai pas dit ça, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait face à la mauvaise foi ? Parce que tous les exemples que tu viens de donner, on les vit, hein. C'est une réalité. Ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Ça rend fou parce que on ne le regarde que sous un seul angle. On le regarde sous l'angle de quelqu'un qui sait pourquoi il dit les choses. Un technicien, il sait pourquoi il dit les choses. Il sait pourquoi il dit qu'il faudrait faire ceci ou cela, il donne tel conseil. Quand il présente des choses qu'il estime être factuelles, il sait pourquoi il dit les choses. Et quelque part, l'autre, en lui disant non, sous une forme ou sous une autre, lui dit, tu n'es pas légitime à me dire ce que je te dis. Ok ? Je n'ai pas suffisamment confiance en toi pour te croire. Ou j'estime que de toute façon, moi j'ai raison, toi tu as tort, alors que j'en connais moins que toi. Et tout ça, ça nous emmène à penser que c'est de la mauvaise foi. Ok ? Sauf que la mauvaise foi, c'est une espèce de tiroir. C'est le tiroir où on range ses clés, plus les jouets du gamin, plus le dernier jouet du chat, plus des trucs qu'on a trouvé qu'on a laissé traîner sur des tables, on les met dans le tiroir. C'est le tiroir range tout. On y met n'importe quoi dedans.
des clients réellement de mauvaise foi, de façon intentionnelle, il y en a très très peu. C'est 0,000x%. Il va falloir me convaincre, là. Ah, il va falloir. Je suis pas d'accord. Et tous les techniciens avec qui j'ai discuté, ou presque, ont des cas de figure en disant, mais non, ça c'est forcément de la mauvaise foi. Non, pas forcément. Pas forcément. La mauvaise foi est beaucoup plus rare qu'on le croit, mais on qualifie beaucoup de choses de mauvaise foi. Alors, comment on la reconnaît, la mauvaise foi? Déjà, il faut regarder ce qu'il faut exclure de la mauvaise foi pour pouvoir agir. Parce que si on laisse dans la case mauvaise foi, on peut rien faire, en fait. Puisque c'est la mauvaise foi, il y a rien à faire. À faire classer. À faire classer. On tourne la page, le client reste mécontent, nous, on reste énervé, et on n'a plus envie de discuter avec ce client. On n'a pas envie d'y retourner. Parce que de toute façon, il est de mauvaise foi. Et en plus, comme il est de mauvaise foi, on le fait savoir. On dit dans l'équipe, quand on revient au bureau, lui, il est de mauvaise foi. Hein. Le commercial qui va, attention, il est de mauvaise foi. La facturation qui va relancer, attends, lui, il est de mauvaise foi. Hein. Voilà. Ça m'étonne pas. Tout le monde sait qu'il est de mauvaise foi. Et donc, tout le monde y va avec cet a priori que ce que va dire le client n'est de toute façon pas vrai. Et tu vois les conséquences derrière en termes de relation. Hein. Si je démarre une relation avec quelqu'un en pensant qu'il est de mauvaise foi, donc que ce qu'il dit n'est pas vrai, va construire une confiance là-dessus. C'est juste impossible. Et ça va forcément mal se passer. C'est ce qui s'est passé avec mon client et bien d'autres. Ouais. Oui. Résultat, on va conforter qu'il est de mauvaise foi, puisque ça se passe mal à chaque fois. Donc on a raison. Et ça s'appelle voilà, c'est un cercle vicieux, ça s'appelle le biais de confirmation de croyance. Hein. On a une croyance et on va aligner tous les éléments qui permettent de confirmer que notre croyance est vraie. Voilà. C'est ça le biais de confirmation de croyance. Et quand le collègue y revient et tu lui dis, tu vois, je te l'avais dit. Et voilà. Exactement. Et on est bien enfermé dans un cercle vicieux. Donc, pour sortir de ça, déjà, il faut repérer tout ce qui n'est pas de mauvaise foi. Ce qui n'est pas de mauvaise foi, par exemple, c'est un client qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Okay. Et s'il ne comprend pas, c'est pas qu'il est stupide, c'est qu'on explique mal. C'est qu'on n'a pas compris comment il fonctionne pour lui expliquer les choses de la bonne manière. Donc on lui explique mal, donc il continue de pas comprendre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison potentielle, c'est que les conséquences pour lui sont trop importantes. Il a peur des conséquences personnellement en tant qu'individu. Conséquences, par exemple, de si jamais il reconnaît que c'est de sa responsabilité, son chef va lui taper dessus. Sa prime va sauter. Ses propres clients vont lui tomber dessus. Le service d'à côté va lui tomber dessus. Et ainsi de suite. Ok, donc il a une peur pour des conséquences personnelles. Troisième élément qui est à exclure de la mauvaise foi, c'est un refus basé sur une valeur, sur un principe. Ça ne se fait pas. C'est à vous de. Okay, des principes comme ça, dogmatiques, très ancrés. Ce n'est pas à moi de. Parce que ça vient toucher un de ces principes de vie qui régissent sa vie au quotidien. Hein. On ne parle pas d'une petite valeur, on parle de quelque chose de costaud. Eh bien, si on vient taper sur l'un de ces trois éléments, ce n'est absolument pas de la mauvaise foi. Mais ça produit un symptôme, une conséquence qui ressemble à de la mauvaise foi. L'importance d'identifier l'un de ces trois, c'est que la réponse n'est pas la même. Si c'est une incompréhension, ça veut dire que moi, je dois chercher une autre façon de le dire qui corresponde à sa façon de comprendre. Un peu de la pédagogie, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on apprend à des stagiaires différents. On leur dit pas les choses exactement de la même manière à tous, parce que sinon, il y en a 3 ou 4 qui vont pas comprendre dans le lot, parce que c'est pas comme ça qu'ils apprennent. Et c'est bien à celui qui enseigne, à l'instructeur ou au professeur, de s'adapter à ceux qui apprennent, et pas l'inverse. Je dis souvent, je l'ai déjà dit, je crois, c'est qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Répète. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que de mauvais professeurs. C'est bien aux professeurs de s'adapter aux élèves qui sont en face. Okay. Parce que on n'apprend pas tous de la même manière. Les neurosciences l'ont démontré depuis très longtemps. Donc, il faut utiliser différents vecteurs, différentes façons pour. Donc, si c'est une incompréhension, on essaie un peu sur ce mécanisme-là. De dire, OK, il fonctionne comment le bonhomme que j'ai en face de moi ou la fille que j'ai en face de moi? C'est quoi son mécanisme?
qu'est-ce que j'ai pu observer dans le passé, ou si c'est quelqu'un de nouveau, je vais questionner, je vais essayer de creuser pour voir comment il comprend l'univers qui est autour de lui. Une fois que j'ai compris ça, ça devient facile, plus ou moins. Ok, ça dépend aussi de ma capacité d'adaptation, mais je vais pouvoir essayer d'apporter le sujet autrement. Donc la compréhension, c'est ça le chemin. Si, ouais. Vas-y, je t'en prie. Moi, ça me paraît super conceptuel comme ça. Je reviens sur mon histoire. J'ai le mec au bout du téléphone, j'ai compris sa panne, je lui dis qu'il faut qu'il chante un fil. Ouais. En plus, ce genre de profil est souvent mécano, quoi, parce que les gars réparent souvent eux-mêmes leur machine. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire à cet instant-là si je détermine que potentiellement je me dis qu'il avait pas compris, le gars? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je crois pas que ce soit ça dans ce cas-là, par exemple. Ah ouais? C'est pas une question de pas avoir compris. Ou alors, on peut décliner l'incompréhension, hein, mais pour coller à ton exemple, ça pourrait être, on va voir que ton exemple d'ailleurs il peut coller à tous les trois. Ça pourrait être, je ne sais pas techniquement de quoi tu parles, mais je ne veux pas te dire que je ne sais pas. Ok? Parce que je ne voudrais pas que mon image se dégrade vis-à-vis de toi. Plus, je suis dans l'urgence. Ok? Et en fait, je suis en train de faire plein d'autres choses. Donc, je ne comprends pas, non pas ce que tu dis, mais à quel point c'est prioritaire ce que tu dis par rapport à ce que je suis en train de faire. Ok, parce que là, il était peut-être il était quoi comme père dans la moisson, je sais pas dans quel moment. Il était en train de faire de l'enrubanage. Ah, c'était de l'enrubanage, pardon. Et donc il y a de l'urgence, il faut le faire dans un délai très court. C'est ça. Et donc cette pression-là fait que c'est prioritaire par rapport à ce que tu me dis. Or, si je veux résoudre mon problème, toi tu lui expliques la priorité elle est inverse. C'est parce que il va faire ce que tu lui dis qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Mais ça, il ne comprend pas. Pour lui, la priorité, c'est faire. Et il n'arrive pas à sortir de ça. Donc là, la question, si j'avais cette conversation à mener avec lui, j'irais sur la question des priorités. Et je l'interrogerais sur, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Okay, il me décrirait un peu son contexte. 2, je lui dirais, ok, dans tout ce que tu es en train de faire, c'est quoi les priorités? Comment tu classes les choses? Là, il me dirait, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. Et ensuite, j'irais positionner ma priorité là-dedans. Là, je travaille l'incompréhension. Bah, bravo, parce que souvent dans le podcast, t'as dit que quand on a des problèmes comme ça, il faut toujours aller à la source du problème. Ouais, et questionner, tu sais, pour comprendre déjà, tu sais, on avait dit l'histoire des 30 convoyeurs pour les colis, le convoyeur est en panne, le mec, il veut pas forcément qu'on répare son convoyeur, il veut surtout envoyer ses colis. Alors c'est sûr que toi, tu vas vouloir réparer le convoyeur, mais peut-être que finalement, on aurait mieux affréter des camions, ou je ne sais rien. Bref, voilà. Ouais. Et du coup, là, je suis content que pour une fois, tu me mettes ça dans mon monde parce que, pour le coup, j'ai vécu ce cas-là aussi, un autre cas, toujours dans l'enrubanage. C'est là où j'ai fait les pires SAV de ma vie, hein, entre autres. Mais pareil, le mec, il y avait un problème. C'était un automatisme qui se déclenchait pas. Donc c'était génial. T'avançais, ça chargeait la balle, machin, ça se débrouillait tout seul. Et là, fallait tout faire en manuel. Et bah, au bout de 4 heures de recherche, j'arrivais pas à trouver la panne. Le mec a dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais continuer en manuel. Rentre chez toi. Parce que sa priorité, c'était d'enrubaner. Et il y arrivait, en fait. Et donc, en fait, et finalement, au lieu de s'emmerder à chercher pendant 4 heures, parce que le mec avait, je sais plus, mais 1000 balles, donc il a bossé jusqu'à 3 heures du matin, comme un fou furieux. Mais voilà, en fait, dès le départ, j'aurais dû lui dire, mais c'est quoi tes priorités? Ah bah, c'est d'enrubaner, parce qu'en plus, je l'ai emmerdé pendant 4 heures. Le gars, il a dû enrubaner 15 balles en 4 heures. Alors que normalement, il en faisait, je sais pas, 300, tu vois. Et que la bonne démarche aurait été de poser les bonnes questions, et le mec aurait dû dire, faut que j'enrubane, j'ai pas le temps. Bon, bah, d'accord, si t'y arrives, oui, t'es content comme ça, bah non, mais ça va aller. Bon, bah ok, je me casse, je reviens demain quand ça sera arrêté, quoi. Ouais. Ah oui, ça rejoint un autre podcast dans lequel on a abordé cette question-là. Hein. Les problèmes ne sont pas des problèmes techniques. C'est une part du problème, la technique. C'est qu'une part. C'est de la technique dans un contexte. Donc, si je comprends pas le contexte, je risque d'être à côté de la plaque. Hein, donc, c'est toujours ça, une des clés importantes sur laquelle il faut souvent se revenir, parce qu'il faut bien l'ancrer. Et finalement, attendez, désolé, finalement, on parle de mauvaise foi, mais t'es en train de nous dire que quand on est dans la peau de quelqu'un qui gère du SAV et qui se pense être confronté à de la mauvaise foi, finalement, c'est juste, dans 99% des cas, c'est plutôt un problème de compréhension et de se mettre au même niveau que son interlocuteur. Oui. Okay. C'est toujours de se mettre au même niveau que son interlocuteur.
simplement sur des thématiques différentes. Là, j'ai abordé l'incompréhension. Si on part sous l'angle maintenant de la peur des conséquences personnellement, c'est pareil. Si je fais le parallèle avec ton cas de figure, ça pourrait être, autre hypothèse, si jamais je fais ce que tu me dis, je prends la responsabilité d'avoir shunté quelque chose d'électrique. C'est pas ma compétence. Ça ne marche pas. Mon chef me tombe dessus en disant pourquoi ça grille quelque chose dans la machine. C'est de ta faute. C'est toi qui as shunté. Tu n'aurais pas dû le faire. Tu aurais dû laisser un technicien venir. Sauf que je vais pas te le dire. Je vais pas te raconter ma petite histoire personnelle de j'ai peur que mon chef me tape dessus. Je te dis oui, c'est bon. Et d'ailleurs, désolé de te couper, mais ça se trouve, t'en es même, enfin, c'est même inconscient chez toi. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec, ça se trouve, il s'en rend même pas compte, mais il sait qu'il se fait souvent engueuler. Voilà. Là aussi, si je connais pas le contexte dans lequel il vit, si j'ai jamais vu, par exemple, son chef lui tomber dessus et l'exploser pour un tout petit détail de rien du tout, je peux pas comprendre alors, je prends un exemple un peu extrême, hein, mais je peux pas comprendre qu'il est sous une pression personnelle importante et que c'est cette pression-là qui le fait dévier, qui le fait penser de travers. Et du coup, il m'écoute pas, en fait. Quand je lui dis de faire quelque chose, il ne l'écoute pas. Donc, du coup, il le fait pas. Mais il me dit oui, comme s'il m'avait écouté. Et moi, je crois qu'il m'a écouté parce qu'il m'a dit oui. Mais alors, tiens, on reprend cet exemple-là. Demain, tu as les capacités de bien questionner le client et de te rendre compte qu'il veut rien faire parce qu'il va se faire engueuler. Ok, t'en arrives à là et maintenant tu fais quoi? Le mec, tu fais de l'export, t'es en France, lui il est au Japon. Ouais, cool, tu vas arriver chez lui dans 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Aucun problème. Tous les sujets peuvent se traiter, vous savez. C'est juste une question de forme. Donc là, par exemple, prenons ce cas-là, et ce n'est qu'un exemple, hein, il y a 1000 façons de répondre, mais je propose un exemple, qui est d'abord de questionner sur, ok, le fait que tu puisses pas enrubanner à tel rythme, à telle cadence, etc., c'est quoi les conséquences pour toi? Et je vais aller chercher le terrain des conséquences. Qu'est-ce qui se passe si on ne répare pas? Qu'est-ce qui se passe si on ne répare pas dans un délai donné? Et quel délai? Qu'est-ce qui se passe pour toi personnellement si jamais à la fin de la journée, t'as pas fait ton taf? Il va se passer quoi? Et là, il va me raconter des choses. Plus ou moins, il va aller plus ou moins dans le détail. Okay. Et moi, je vais écouter ça et je vais lui dire très bien, donc finalement, si je te propose une solution qui permette avant la fin de la journée d'avoir fait tant et tant et tant de balles, est-ce que c'est ok pour toi? Ouais. En revanche, il y a une manip que tu dois faire. Si tu fais cette manip, est-ce que tu as la responsabilité? Est-ce que tu as le droit de le faire? Si tu fais, ok, ce serait quoi les conséquences pour toi si cette manip se passe mal? Il va m'expliquer. Il va peut-être me dire non, mais il y en a aucune, ou alors il va me dire ah, mais tu te rends pas compte, moi mon chef, si jamais je fais griller le moteur, c'est bon pour moi. Ok. Donc je vais comprendre la hauteur de la conséquence et je vais lui proposer des choix. S'il est à côté de chez moi ou s'il est à 3000 km, je vais dire écoute, il y a 2 solutions. Soit tu prends le risque et je vais t'accompagner sur ce risque pour le minimiser. Je vais te dire étape par étape comment faire. Soit on attend demain, dans 3 jours, dans 5 jours, et là je viendrai, et c'est moi qui le fais, qui prendrai la responsabilité. Et j'ai résolu le sujet et j'ai traité la question de la peur des conséquences pour moi. Ouais, le mec, tu vois, ça passe encore par des questions. Hein. Ouais, le mec il sera peut-être engueulé, mais bon après il y aura pas de mauvaise foi quoi. Ouais, et je lui ai laissé le choix. Ok. Et tu parles de conséquences, alors là, humaines, le mec se fait engueuler, mais encore un autre exemple, l'autre jour, il y a un gars de chez un constructeur qui me dit, non mais attends, l'autre jour, il y en a qui vient avec une boîte éclatée sur un tracteur. Ouais, de toute façon, vos boîtes, c'est nul, vous êtes mauvais, machin. Avec la télémétrie, le gars, il se rend compte qu'il roulait à 80 km/h, donc avec un truc derrière et tout, donc rouler à 80 km/h dans une descente en roue libre, bien sûr, parce qu'ils peuvent vraiment voir tout. Donc il a explosé la boîte. Et là, le mec lui dit, bah, tu peux pas jouer. Regarde, de toute façon, c'est factuel. On a tous les capteurs, machin, la température de l'huile, ta vitesse. On a le relief, parce que, bah, avec tous les GPS, les capteurs. Et bah, le mec, mauvaise foi. Et je pense que là, la mauvaise foi, c'était, qui c'est qui va payer une boîte éclatée qui doit coûter au moins 15 000 balles? Donc là, conséquences financières, quoi. C'est clair. Et là, il y a une conséquence personnelle forte. Donc, mécanisme de défense,
je renie tout, je rejette tout. Okay, c'est pas moi, c'est pas vrai, j'ai pas fait. Ouais, alors ce qu'il faut vraiment déconnecter. Je sais plus si c'est le mot correct, mais enfin, la mauvaise foi, faut la déconnecter. Enfin, en fait, on n'y peut rien. Le mec, il va devoir payer, c'est de sa faute. Ouais. En fait, l'objet, c'est de pas se dire que il est de mauvaise foi, c'est que ouais, c'est difficile à assumer et que c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est factuel. Je veux dire, enfin, j'arrive pas à m'exprimer correctement, mais, notre but, c'est pas de rejeter sa faute, quoi. C'est difficile à assumer, c'est ça les mots justes. C'est-à-dire que il faut accepter que pour lui, c'est difficile à assumer. C'est difficile à assumer qu'il a fait une erreur, qu'il n'a pas respecté une des règles, le fait de pas faire tout ce que tu viens de décrire. Comme il l'a pas respecté, il est en responsabilité. Et donc, il va devoir assumer cette responsabilité vis-à-vis de sa boîte, selon si c'est juste un opérateur ou un responsable. En tout cas, à son degré, il va devoir assumer la responsabilité. On n'est pas tous câblés pareil face à ça. Hein. Il y en a qui assument leurs responsabilités, ils ont été élevés comme ça, ils se sont construits comme ça et ça marche. Puis il y en a, ils le voient, ils essaient d'éviter, ils ont du mal à assumer. Là, on est plutôt sur ce cas-là. Donc, mon job, c'est de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de factualiser la situation, de bien démontrer où sont les deux responsabilités, ce qui est de toi, ce qui est de moi, et ensuite, de voir comment je peux l'accompagner à assumer sa responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à en parler en interne? Et là, je vais renforcer le lien si je fais ça. Je suis bien dans ma logique de service. Si je fais pas ça, je le laisse se débrouiller tout seul, en me disant, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne, ben, je fais pas mon job. Ok, je casse la relation, en fait. Et ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est la façon dont j'irai traiter ce cas-là, ok, en ayant toujours, je reste sur l'appui des responsabilités de chacun. Il ne s'agit pas d'assumer la responsabilité de l'autre. Je reste sur des faits, ok, pour me confirmer et éviter les interprétations, mais je lâche pas la qualité de la relation parce que je suis dans le SAV. Ça reste quelque chose d'important. Et pour prendre un troisième exemple, hein, parce que j'ai cité 3 cas de figure, le refus qui est basé sur une valeur, un principe, on pourrait imaginer, si je reprends ton exemple, le gars te dit oui, non, mais c'est bon, c'est fait, etc. Pensant dans sa tête, si c'est technique, si c'est sur la machine, c'est pas à moi de le faire. S'il est convaincu de ça, si ça c'est une de ses valeurs, ok, c'est chacun son job, chacun sa responsabilité. Donc moi, je suis en panne, si j'ai appelé un SAV c'est forcément quelqu'un qui vient, qui fait le job pour moi. Ça, c'est ma valeur, c'est mon principe de vie. Bon, on est d'accord que c'est pas que ça, loin de là. Mais c'est son principe de vie. Mmh. Si je pressens qu'il y a quelque chose comme ça, je vais lui dire, par exemple, toujours pareil, hein, c'est toujours une question de mécanique de question. Je vais lui demander si comment lui perçoit le fait d'appeler un SAV. Le fait qu'il m'appelle, ça induit quoi pour lui? Il va me dire, si je t'appelle, c'est pour que tu viennes. Ok? Donc la seule chose que tu attends quand tu appelles le SAV, c'est qu'un technicien vienne. Peu importe le problème, petit, grand, facile, complexe. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça pour toi? Bah oui, évidemment, tu veux que ce soit quoi d'autre? Ok. Donc là, je suis sur un principe. Ok. Et lui, il en a peut-être même pas conscience. Hein. Attention, hein, il y a beaucoup de choses très inconscientes chez les humains. Moi, en tout cas, je le comprends. Et je vais lui dire que on a peut-être, nous, une vision différente. Et que nous, on cherche, par exemple, à minimiser l'impact financier pour nos clients. Que on essaie de faire en sorte que quand c'est relativement simple, pour être à la fois réactif et peu coûteux, on propose à nos clients de faire certaines opérations. Et puis là, je vais voir comment il aborde ça. S'il accepte pas, si on arrive à faire tomber le principe ou pas. Et je vais creuser. Mais voilà comment je l'aborderais, si c'était ça le sujet, tu vois. Et donc, on voit que, partant d'un même cas de figure, il peut y avoir des endroits différents, okay, où se trouve la résistance qui donne cette apparence de mauvaise foi. Mais si je lâche pas dans ma tête que c'est de la mauvaise foi, je creuse pas, je vais pas sur ces terrains-là, je vais pas poser ce genre de questions. Je tourne la page, c'est de la mauvaise foi, c'est réglé, c'est réglé, j'ai posé mon jugement radical, définitif, et je fais pas mon job. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'objet de l'épisode, en fait, c'est de dire que la mauvaise foi n'existe pratiquement jamais, en fait.
Et que pour nous, c'est une facilité de plonger dedans en disant, comme moi je l'ai fait à l'époque, hein, le mec n'a pas fait son truc, il voulait juste, en fait, voilà, il est de mauvaise foi, terminé, en fait, tu le catégorises là-dedans. Alors que finalement, c'est moi qui ai mal fait mon travail de questionner pour comprendre. Et c'est vrai que finalement, quand ton dernier point, le gars, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, ça marche pas, est-ce que tu peux venir, quoi? Donc, il me l'a dit un peu, la solution. Sauf que moi, j'avais pas envie de venir à samedi 23h. Voilà, pour une fois, j'avais dit non. Ouais. Donc voilà. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à un livre que j'avais lu, je crois, sur la négociation. Et le gars faisait du SAV. Et c'était lui, parmi tous ses collègues qui faisaient du SAV, qui avait le meilleur relationnel client et le taux de retour de je ne sais quoi. Enfin bref, c'était le meilleur. Il disait, mais comment tu fais pour que les clients soient toujours contents? Parce que il allait chez eux, c'était aux États-Unis, les télés ne fonctionnaient pas, et il ressortait toujours, les clients étaient contents, alors que la télé fonctionnait pas. Il disait, bah tout simplement, en fait, je viens et je leur dis, mais à votre avis, comment je peux, ce serait quoi la solution idéale à votre problème? Et les mecs, ils disaient, moi, en fait, c'est ça. Il dit, dans 99% des cas, les gens te donnent la solution qu'ils attendent. C'est aussi con que ça, quoi. Et tous les autres arrivaient en disant, ah, l'autre, voilà, il a fait tomber la télé par terre, il veut pas me le dire, il est de mauvaise foi, et puis l'autre, il a roulé à 80 km/h, il veut pas me le dire, et machin, et tu t'enfermes dans ton délire, et j'étais juste mauvais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On s'enferme tout seul, en fait, sur les jugements qu'on a sur les gens, hein, d'une manière générale. Et il y a deux choses, en fait. Un, on juge la situation, alors que c'est inutile. Ouais, vous savez, il faut se débarrasser de ça. Et deux, on a un regard qui est que sous l'angle technique, qui est je vais résoudre le problème technique parce que c'est mon job. Bien, c'est deux choses-là qu'il faut casser. Quand je forme des techniciens à la relation client, on travaille ces différents sujets. Hein, tous les exemples qu'on prend là, ils sont issus de ça notamment. Et en fait, ça demande du travail, hein, de lâcher la mauvaise foi parce que c'est pas facile. Hein. Je vois bien en formation, il y a beaucoup de résistance en disant mais non, Laurent, regarde, j'ai un exemple. Puis il me donne un exemple. Et je le déconstruis, cet exemple. Ils font, ah ouais, d'accord. Ouais, mais alors attends, moi j'en ai un autre. Voilà. On y va. Et on les déconstruit comme ça. Il faut les déconstruire. Et puis je les mets en situation aussi pour qu'ils pratiquent et qu'ils travaillent ce switch-là, en fait. Arriver à switcher du jugement. Parce que c'est pas simple, hein. C'est un truc qui date de l'éducation. Donc ça demande un travail. Mais quand on y arrive, enfin, quand ils passent le pas derrière, en fait, même si techniquement, parfois, ils sont pas super bons, la relation est telle et la capacité à comprendre le contexte est telle que quand ils s'en vont, le client est content. Alors que tout n'est pas résolu. Mais et écoute, c'est ça le job du SAV. C'est ce que j'avais noté, tu vois. J'étais en train de me dire quand tu parlais que, en fait, il y a des fois, vaut mieux être meilleur sur la façon de communiquer, de questionner, plutôt que la façon technique, quoi. Alors, il y en a qui vont hurler, mais finalement, tu viens de le dire, et pour moi, ça a du sens parce que, encore une fois, la première chose qu'on fait, c'est la relation humaine, quoi. Ouais. Et est-ce que dans ce genre donc ce sujet de la mauvaise foi, du jugement, moi, ça me plaît bien cette histoire de venir chez les clients et de dire, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme solution à ton problème, ou comment tu veux que je solutionne ton problème, ou dans quel délai. Est-ce que finalement, ça me fait penser, est-ce que t'as pas une séquence de questions standard que tu peux dérouler, qui s'applique à 80% des situations? Ah, toujours la recherche de la recette. C'est plutôt une mécanique, en fait, parce que, et tous ceux qui ont travaillé dans le SAV vont se reconnaître, c'est toujours très différent. Même si, bien sûr, il y a des choses récurrentes et qu'il y a des choses qui se répètent d'une certaine manière, le contexte est quasiment différent à chaque fois. La capacité, en fait, d'une équipe technique, mais pas seulement technique, hein, c'est vrai aussi au support, les assistantes et assistants aussi, c'est la capacité à poser des questions autour du contexte. C'est-à-dire de ne pas rester centré sur ce que dit le client, j'ai tel problème sur telle machine, ça fait ceci, ça fait pas ceci, ça fait pas cela. C'est, OK, on fait le tour de ça, et on élargit pour comprendre les conséquences et le contexte. Donc c'est plutôt un mécanisme, et ça se travaille effectivement, de travailler ce mécanisme-là. C'est le mécanisme qu'il faut travailler, pas les questions en elles-mêmes, même si je vais donner des exemples souvent en formation de quelques questions clés pour aider à gagner, comme tu le dis là dans la négociation. Je demande au client, c'est plus simple. Oui, mais ça marche pas tout le temps. Le client peut me dire aussi, mais attendez, si vous avez fait me dire, c'est parce que je sais pas. Il faut gérer ça aussi derrière.
Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je déconseille les recettes, mais plutôt d'apprendre les mécanismes. De se dire, OK, dans tel contexte, quel genre de questions je peux poser, dans tel contexte, quel genre de questions. Allez, je vais peut-être donner quand même quelques clés. Peut-être, c'est pas vraiment une recette, mais c'est quelques clés. Quand on a l'impression d'être face à de la mauvaise foi, la première chose, c'est tout de suite d'être ultra factuel. Okay? Il n'y a pas de je pense que, il n'y a pas de je crois que, on est les faits, rien que les faits. D'abord, si je suis pas sûr de quelque chose, j'en parle pas. Ou je creuse pour comprendre et vérifier. Okay? Ou je vais vérifier par moi-même d'abord, etc. Mais des faits, rien que des faits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de questionner évidemment sur le contexte. Okay? Ce qui entoure le problème. Donc, le client, il est dans quel contexte, il est en train de vivre quoi, quelles sont les conséquences de ce qu'il est en train de vivre pour lui, pour l'entreprise. Okay? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il a déjà vécu des choses comme ça, etc. Avant de réagir, avant de donner mon point de vue. Ok? C'est important ça, c'est le avant de donner mon point de vue. Je questionne. Et évidemment, j'écoute les réponses. Ça aussi, ça a l'air évident. Hein? Si je questionne, j'écoute. Ouais, non. Loin de là. Écoutez vraiment, c'est complexe. Donc, j'écoute réellement la réponse pour chercher, parce que dans ma tête, j'ai l'intention de comprendre le contexte précisément. Je suis sur des faits, j'ai compris le contexte de manière précise. À ce moment-là, je laisse tomber l'envie de convaincre, je laisse tomber ce truc-là, et je switch pour aller vers la reformulation de ce que j'ai compris, la reformulation des conséquences, la reformulation de ce que pourrait être une solution. Et ensuite, je me mets au travail. Ensuite, j'y vais. Je vais commencer à aller réellement chercher des vraies solutions parce que j'ai tous les éléments. Donc là, je suis pas au mauvais endroit. Je me suis pas enfermé dans un système. Ok. Et normalement, je dois m'en tirer. Tu parles des clés de communication non violente et d'accord Toltec, non? Je mélange beaucoup de choses en fait là derrière. Donc effectivement, c'est d'abord des éléments de communication et on peut utiliser dedans. Il y a de l'assertivité, il y a la recherche d'une posture bienveillante, il y a la communication non violente bien entendu, il y a les mécanismes aussi qu'on peut retrouver dans certains outils psychologiques, donc ou dans la médiation. Donc bien sûr, et les équipes techniques n'ont pas besoin d'être hyper pointues dans tous ces domaines. En revanche, elles ont besoin, et c'est un peu le principe aussi de mes formations, c'est ça, c'est de poser ces clés-là, de les pratiquer, de les mettre dans des situations réelles et de comprendre comment ça modifie en fait notre façon d'appréhender le métier du SAV et du coup qui nous rend plus performants en consommant moins d'énergie. C'est beau, c'est un beau mot de la fin ça. Moi je sais pas vous, mais Laurent il va encore me faire débugger une croyance ou un comportement que je serai encore capable d'avoir demain. Ouais, bravo, merci. Merci à tous et bonne semaine. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.